Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de terminer l'année, peut-être ça dépend de quand est-ce que je sors cette vidéo là, donc de terminer l'année ou de commencer l'année avec donc une petite review. Je voulais vous parler très vite fait de l'univers de la série télé HBO qui s'est enchaîné juste après le Pingouin, donc j'avais du boulot après le Pingouin, il fallait que je regarde l'autre série que HBO diffusait tous les lundis, donc la série Dune Prophétie, mais qui est une série qui se déroule normalement dans l'univers des films Dune de Denis Villeneuve. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler parce que j'avais repris les vidéos critiques avec Seb en commençant par faire une review de Dune partie 2 à sa sortie, une review sans spoiler. Donc on vous a dit à quel point moi j'avais apprécié Dune partie 2, que j'avais trouvé supérieur au premier, et à quel point du coup j'ai lu le roman, le bouquin Dune, j'ai vu le film de David Lynch que j'apprécie quand même malgré des défauts évidents également. Et donc, oui, moi j'aime beaucoup les films que Villeneuve nous a proposés de manière générale, sans être le plus grand fan non plus, mais j'apprécie l'univers de Dune et je suis très content que cet univers ait enfin droit au succès qu'il mérite et à une expansion qui pourra nous permettre d'avoir d'autres projets reliés à l'univers de Dune qui seraient intéressants, à commencer par ce projet-là qui a beaucoup galéré à se faire. C'est que ça fait genre 3-4 ans que ce projet est en développement. Je crois qu'ils avaient reshooté des épisodes, mais que ça n'avait pas convaincu, donc ils ont viré l'équipe technique. Les deux actrices principales se sont barrées, donc ils ont dû reprendre deux nouvelles actrices principales, ils ont dû retourner les épisodes, vite réécrire les épisodes, etc., avec des nouveaux showrunners. Et je sais que Denis Villeneuve était impliqué au début du projet, et ensuite je crois qu'il était plus du tout impliqué non plus, donc il n'a rien à voir avec la série de ce que j'ai compris. Donc c'est une série qui danse un peu sur plusieurs pieds, on va dire, qui est à la fois, on est sur l'univers du Dune de Villeneuve, et à la fois, on est un peu sur sa propre entité, c'est aussi ça, et je pense que c'est là qu'il faut modérer vos attentes, on va dire, sur cette série qui est donc disponible dans son intégralité concernant la saison 1. Une saison 2 a été annoncée, donc la série apparemment a été quand même un bon succès pour HBO. Mais pour moi, c'est vraiment pas une série HBO en termes de pur visuel. Je trouve j'ai vraiment eu l'impression de voir une série un peu sci-fi, un peu comme la série Krypton ou même la série Dune que je n'ai pas vue, mais j'ai vu des extraits. La série Dune britannique qui a été faite au début des années 2000. Un peu cette vibe-là, parce que dans le sens où on retrouve un peu l'esthétique de Villeneuve dans les designs épurés, les designs des vaisseaux qui ressemblent à des cailloux, les palais qui sont très épurés avec très peu de détails, très brutalistes dans la forme, etc. Et à la fois, en termes de couleurs, de pure imagerie, de développement des personnages, d'essence, on va dire, c'est beaucoup plus vivant entre guillemets que le Dune de Villeneuve. Le Dune de Villeneuve, c'est quelque chose qui est très contemplatif, très pub, on pourrait dire. Tout se joue sur l'ambiance. Alors que cette série-là joue beaucoup sur les personnages, joue beaucoup sur la situation politique, joue beaucoup sur l'univers, et beaucoup plus donc sur l'action que la contemplation, on va dire. Et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment... Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est tapé le Pingouin juste avant, qui était tellement cohérent avec The Batman, qu'on aurait pu s'attendre à avoir une série Dune qui soit extrêmement cohérente avec le film, mais au final, non. C'est une série qui est très différente des films, dans le sens où c'est une série qui... déjà, en termes de qualité, qu'est-ce que je vous dirais ? Moi, je dirais que c'est une série qui est plutôt bien, mais c'est une série qui peut décevoir. Et ça, dès le premier épisode, il y a eu beaucoup de déçus. Il y en a, je pense que ça va se retrouver sur pas mal de flops de fin d'année, cette série Dune. Mais honnêtement, moi, c'est une série que j'ai plutôt appréciée. Il y a que 6 épisodes qui ont un rythme un petit peu bâtard, mais je trouve que je me suis pas emmerdé non plus. J'étais quand même plutôt intéressé par tous les 6 épisodes de manière générale. Parce que je trouve que l'intrigue est plutôt intéressante. En fait, c'est ce qui marche. Ce que je trouve intéressant avec cette série, c'est que c'est une série qui fait ce que les films n'ont pas fait de Villeneuve. C'est que Villeneuve a beaucoup omis le côté plus fantastique, fantastique entre guillemets, de grosses guillemets, on y reviendra, de Dune, pour rester sur quelque chose peut-être un peu plus terre à terre. Et il a surtout omis la partie plus politique. C'est que Dune, c'est aussi des extraits, des séquences de banquets à table avec des familles politiques qui discutent, qui complotent, qui se trahissent, qui organisent des mariages pour assurer la pérennité de tel ou tel blason, etc., telle ou telle maison. Donc Dune, c'est aussi ça. Dune, c'est aussi de la politique. C'est aussi des conflits. C'est aussi quelque chose qui est très similaire à une autre série très populaire d'HBO qui est Game of Thrones. Et donc oui, c'est aussi comme ça qu'on a un petit peu vendu la série. Et c'est aussi pour moi l'aspect qui pour moi m'intéressait aussi la série, c'est d'avoir un peu une sorte de Game of Thrones mais version science-fiction. Et en vrai, c'est un peu comme ça que la série est vendue, clairement. C'est un peu ce délire-là. Et personnellement, pour moi, ça me dérange pas parce que pour moi, c'est un peu le truc qui manquait des adaptations de Villeneuve qu'on avait aussi pas beaucoup dans Lynch, parce que Lynch, lui, pour le coup, elle est à fond dans le côté fantasmagorique un peu psychédélique, mais pas forcément dans l'essence scénaristique, on n'avait pas forcément ça, c'est plutôt quelque chose qu'on avait dans la série télé britannique, que je n'ai pas vu encore une fois,
et qu'on a sur les bouquins du coup que j'ai eu, parce que du coup j'ai lu le bouquin Dune, et là je viens de commencer ma lecture de Dune le Messie, que j'ai du coup en brochure. Donc oui, c'est un truc intéressant. Et donc cette série adapte de façon très libre, de ce que j'ai compris, le bouquin des Sisterhood of Dune, donc les sœurs de Dune, donc qui est donc la confrérie des sœurs de Dune, qui est un bouquin qui nous raconte un peu la genèse des Bene Gesserit, donc ces sorcières, ces sœurs, ce collectif féminin de sorcières entre guillemets qui vont créer le mythe du Kwisatz Haderach, et donc le mythe de Paul en fait, du Messie qui va changer tout l'univers un peu de Dune en fait, qu'on verra ensuite dans les films. Et donc c'est une série qui traite un peu de la genèse de cette sororité en fait entre femmes, et du coup la spécificité c'est que c'est une série qui se déroule 10 000 ans avant les films Dune, et c'est aussi une critique que j'ai beaucoup vue et que moi aussi j'avais émise avant de regarder un peu les spécialistes sur l'univers. C'est que Dune, c'est un univers qui est très stable et très intact dans son état de l'an 10 000, on va dire, à l'an 0, qui est le film Dune, on va dire, parce qu'on est dans un univers qui a combattu les machines, qui a combattu l'intelligence artificielle, qui a vaincu l'intelligence artificielle, et qui, dans un monde où ils ont vaincu l'intelligence artificielle, se refuse d'évoluer au point où cela pourrait mener à de nouveaux développements technologiques et à l'émergence de nouvelles intelligences artificielles, en fait. Ce qui fait que c'est pour ça que, en vérité, esthétiquement parlant, je trouve que l'univers de la série quand même ressemble beaucoup à celui de Villeneuve, alors qu'on a quand même 10 000 ans d'écart entre les deux œuvres, quoi. Donc c'est ça qui est très particulier, encore une fois. Et c'est aussi quelque chose qui fait un peu la singularité de l'univers de Dune, c'est ce côté, c'est cet univers qui se refuse d'évoluer et qui se retrouve qui se représente juste un peu un défaut de l'humanité constant. C'est que pendant 10 000 ans, l'humanité ne fait que s'entretuer, se débattre, se mettre en conflit, se marier, se remarier, préserver un empire qui dure à l'infini et au-delà. Donc on est sur un univers qui, par essence, est un peu chiant, entre guillemets, c'est un peu ça. C'est esthétiquement, l'univers de Dune est chiant parce que le contexte fait que on est dans un univers qui n'ose pas avancer, entre guillemets, évoluer. Donc c'est quelque chose que c'est un concept d'univers qui est intéressant au final, qui fait qu'on a une DA qui reste assez proche du coup des Villeneuve, malgré 10 000 ans. J'ai jamais vu un préquel avec autant d'écart avec l'œuvre dont il est issu de base. Donc 10 000 ans, c'est quand même beaucoup, faut le dire. Voilà, donc la série nous montre la jeunesse de cette sororité de façon très libre, parce que de ce que j'ai compris, le bouquin de base qui a été écrit par Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert, qui est l'auteur de base du livre Dune et des 4-5 bouquins qui ont suivi, qui à son décès ensuite a vu son fils prendre le relais et écrire les autres livres Dune. Et je sais qu'il y a toute une division entre les fans, qu'il y a des fans qui considèrent pas les livres de Brian comme canon, coécrit d'ailleurs avec Kevin J. Anderson, donc qui sont deux écrivains, deux auteurs qui produisent cette série-là. Du coup, il y a des fans qui considèrent pas les bouquins de Brian Herbert comme canon et qui voient que ceux de Frank Herbert comme canon. Mais moi, je vais pas partir sur ce débat-là. Je suis pas assez connaisseur pour aller là-dedans. Mais bon, en tout cas, cette série-là prend comme support de base les bouquins de Brian Herbert. Donc je pense que tout ce qui touche à toute la famille Herbert est pris en compte dans l'univers de Villeneuve de manière générale par défaut via cette série. Et donc il y a ça qui se passe, et on découvre aussi l'empereur Corrino, Rafiko Corrino, qui est un peu un empereur. C'est vraiment le Viserys de la série. C'est exactement le même profil que Viserys Targaryen dans House of Dragon, et c'est là qu'on voit encore plus la similarité avec l'univers de Game of Thrones. Vraiment cet empereur qui est empereur juste de nom, juste de sang, mais qui n'a rien d'accompli d'intéressant dans sa vie, qui n'a pas marqué, qui ne marquera pas l'histoire, qui sera oublié comme un empereur un peu insignifiant en fait. Et c'est un peu ça qui est intéressant. En plus, c'est Mark Strong, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui le joue et qui est assez charismatique dans le rôle, qui joue un rôle pathétique, mais qui à la fois va vouloir se renforcer, qui va vouloir un peu avoir des balls en fait, et c'est là que vient d'autres sous-intrigues avec notamment sa fille qui doit rejoindre la sororité des sœurs, et qui va peut-être devenir empresse plus tard, donc empereur féminin plus tard, et donc ce qui fera que les sœurs du coup, parce qu'elles ne s'appellent pas encore Bene Gesserit à cette époque-là, vont peut-être pouvoir assouvir leur place sur le trône en fait. Et donc les deux protagonistes de cette série, ce sont les deux mères supérieures de cette sororité, qui sont donc les deux sœurs Harkonnen, donc Pula et Valia Harkonnen, du coup, donc qui sont de la famille Harkonnen. Donc on développe aussi un peu la genèse, un peu de la guerre entre les Harkonnen et les Atreides. Et en plus, ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est qu'on nous développe cette partie qu'on peut trouver très intéressante par rapport à l'univers de Dune, c'est qu'on nous développe la partie la partie post-guerre contre les machines en fait. C'est que là on découvre un monde, un univers où l'être humain a peur des machines, a banni les machines de son univers, et si jamais une machine se présente quelque part, on exécute la famille qui a peut-être réveillé ces machines-là, parce que c'est prohibé, que tu n'as pas le droit
d'utiliser des machines. Parce qu'on a vécu une guerre qui a coûté des centaines de milliers de vies, ou peut-être de millions, de milliards, je ne sais pas, qui est donc l'événement du djihad butlerien, qui est donc cet événement où les machines, du coup, ont essayé d'attaquer les humains. Et donc on a des petits bribes de cette séquence-là. Donc pour les fans, je pense que ça doit être très très cool à voir. Mais moi j'étais très content de voir un peu ça en live action. Mais je trouvais ça très intéressant de voir un peu cet univers post-guerre contre les machines d'être développé. Donc il y a ça qui est intéressant. Et il y a un personnage qui est super cool, qui est interprété par Travis Fimmel, qui est donc Ragnar Lodbrok, donc de Vikings, qui joue un peu les mêmes rôles. Ça j'ai envie de le dire. C'est que dans ce film-là, dans cette série-là, il joue un général qui est un petit peu timbré sur les bords. Il est étrange, il est un peu mystérieux. On sait pas d'où il sort, mais il semble avoir un peu des tendances génocidaires, on va dire, contre les sœurs. Donc c'est un personnage, je trouve, qui ressemble beaucoup au personnage qui jouait dans la série de SF Raised by Wolves, qui était une autre série où il jouait un peu un personnage un peu de secte un peu fou et complètement allumé, que j'ai un peu revu dans une prophétie. Je vois un peu le même profil de personnage. Donc en termes d'acting, autant je pense que c'est un peu l'acteur qu'on retient tous parce qu'il est très charismatique. En plus, il a des yeux bleus, mais super bleus, qu'on justifie en plus par le biais que le mec a été sur Arrakis. Et donc d'ailleurs, ne vous attendez pas beaucoup à Arrakis dans cette série. C'est purement promotionnel. On a Arrakis un petit peu dans cette série-là, mais Arrakis a un rôle dans l'intrigue, mais on est très peu sur Arrakis. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la manière de Star Wars, qui a été inspiré par Dune, on découvre des environnements qui sont très terriens, on va dire. C'est que dans les films de Villeneuve, t'as une planète de sable, t'as une planète qui est littéralement la Normandie, on va dire. T'as une planète de glace, t'as une planète qui est juste une giga entreprise de pétrole, on va dire. Et dans cette série-là, t'as un peu le même délire, c'est que la zone de l'empereur, c'est limite une falaise une falaise avec une plage et la mer en vue. T'as une planète un peu typée pollution, un peu typée boîte de nuit aussi. Donc, t'as une planète qui est complètement enneigée, qui fait beaucoup penser au nord de Game of Thrones. Donc, il y a tout un épisode qui se déroule dans cette planète enneigée qui était plutôt intéressant aussi. Donc, on retrouve ces environnements qui sont très terriens, très réalistes, on va dire, très très environnementaux, humains, on va dire, dans cette série, qui sont assez fidèles au chara design de Villeneuve, notamment avec le design épuré que j'ai évoqué. En termes de costume aussi, on respecte la logique un peu des designs de Villeneuve, avec des robes, des tenues de commandant, des choses comme ça. Moins classe et moins travaillé quand même que ceux de Villeneuve, mais il y a quand même du travail. Et je tiens quand même à saluer le budget. En tout cas, je trouve que la série, on sent le budget de la série, on sent qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans la série, et des effets spéciaux qui sont plutôt de qualité. C'est on a beaucoup de plans larges sur l'espace. On a enfin un plan clair et net de comment les vaisseaux se téléportent grâce à l'épice dans cette série. Il y a plein de designs comme ça qui sont cool. Donc des designs sur l'espace, des designs sur les planètes. On revoit un peu de verre de sable aussi en live action. Donc on retrouve plein d'aspects intéressants. On voit des robots en CGI, on voit des trucs comme ça. Et donc tu as plein de décors assez impressionnants en termes de visuel. On sent des décors de série télé, on sent que c'est des décors qui sont assez simples entre guillemets, mais ils arrivent tellement bien à les étendre avec les effets numériques. Et je trouve quand même qu'ils ont créé des décors assez impressionnants quand même, malgré la taille et tout. Donc honnêtement, je trouve que la production design a de la gueule. Pour moi, le vrai défaut de cette série en termes de visuel, on va dire, c'est que je trouve ça très bateau, en fait. C'est que Villeneuve avait un tel travail de l'esthétique sur la photo, sur la mise en scène, sur les plans, sur l'ambiance, alors que là, on est sur quelque chose qui est assez bateau, qui est assez peu intéressant. Il y a aucune intention de mise en scène dans cette série. Il y a rien qui dépasse, et en plus, je trouve que la photographie est assez laide, dans le sens où il n'y a pas vraiment de photographie, en fait. C'est on filme l'environnement tel qu'il est, avec la lumière naturelle. Il n'y a pas vraiment plus que ça, en fait, en termes de visuel, quoi. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut reprocher, que je reproche. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que beaucoup de personnes ont un peu lâché l'affaire avec la série, c'est que visuellement, c'est malgré la qualité de la production design, je trouve que derrière, on n'a pas des vrais auteurs, en fait, en termes de pure technique. Ça se voit que les showrunners, c'est pas les showrunners du Pingouin, quoi. Ça se voit que Villeneuve a pas produit le truc. C'est qu'ils ont pas vraiment mis d'efforts sur l'étalonnage, sur les plans, les mouvements de caméra. Tout est très banal, académique. Et il y a quelques plans sympathiques, mais rien qui est fou, quoi. C'est vraiment, heureusement que les effets spéciaux sont impressionnants et qu'il y a une vraie production design, parce que je trouve qu'en termes de pure qualité cinématographique, c'est assez pauvre, malheureusement. La musique aussi, il y a un générique qui est très stylé, je trouve, mais la musique aussi est très banale, très classique et très vue et revue dans les trucs de SF, et on est loin de la BO de Hans Zimmer également. Donc il y a des défauts assez clairs, et d'autres défauts que j'aimerais souligner, c'est aussi des défauts sur le casting. C'est qu'autant je trouve que les deux sœurs Harkonnen, qui sont des femmes cinquantenaires, qui ont du charisme, un certain bagou, et qui sont assez bien écrites, sont très charismatiques.
autant il y a des sœurs dans la sororité qui sont pas très charismatiques, quoi. T'as plein de gamines qui ont genre 17-18 ans qui sont assez plates en termes de jeu, en termes d'acting. Alors que d'ailleurs, les deux sœurs Harkonnen, on les voit aussi enfants, on les voit aussi adolescents, on voit leur origin story. Et les actrices qui les jouent dans leur origin story sont aussi très charismatiques. Surtout l'actrice qui joue Tula, je crois que c'est Tula, la principale dans Valia. Je crois que c'est Valia Harkonnen, le personnage principal. Bah, en fait, elle est interprétée par l'actrice qui jouait le personnage féminin principal de The End of the Fucking World, que j'étais très contente de retrouver d'ailleurs. Et elle est très charismatique et on croirait que c'est vraiment l'actrice Emily Watson enfant en fait, adolescente en fait. Donc je trouve qu'il y a des castings adolescents qui sont bons, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus plats. Et je pense notamment parce que autant t'as des castings comme Travis Fimmel, comme Mark Strong, qui sont des acteurs qui ont une gueule, quoi. Ils ont une gueule, ils ont un charisme, ils ont un bagou. Autant bah je trouve que t'as des acteurs, t'as des physiques, t'as des stéréotypes qui font très série pour ados. Et je les trouve assez lisses. C'est par exemple, on a l'empereur a un fils bâtard. Et l'acteur est assez lisse. C'est vraiment le stéréotype du beau gosse un peu plat, pas très charismatique. Sa fille aussi est pas forcément très charismatique. Sa fille a un crush avec l'épéiste, qui est un peu l'équivalent de Duncan Idaho et de Gurney Halleck des films Dune, qui est aussi un personnage un peu minet, qui a à peine 30 ans, qui est vraiment le cliché du beau gosse. Je trouve qu'il ressemble un peu à Harry Styles physiquement. Donc lui aussi il est un peu plat physiquement. On a beaucoup d'acteurs un peu typés série pour ados, je trouve, qui sont très plats et pas très charismatiques, et je trouve que leurs séquences ne sont pas forcément très intéressants. Et ça, en plus de l'imagerie qui est pas très intéressante et du problème de rythme global, voilà, je trouve que ça rend la série assez faillible malheureusement, parce qu'encore une fois il y a un problème de rythme dans le sens où je trouve que le premier épisode est quand même très basé sur l'exposition, mais je trouve que c'est l'exposition qui est très intéressant pour contextualiser le monde dans lequel on assiste, et parce que la fin d'épisode est suffisamment choquante pour nous donner envie de voir la suite, et je trouve que la suite est plutôt intéressante. C'est juste, je trouve qu'en termes de rythme, c'est tellement bizarre de nous faire un épisode flashback dans l'épisode 3, alors que déjà l'intrigue n'avance pas tant que ça, et là, boum, tu fais un gros épisode flashback sur la jeunesse des Harkonnen, et je trouve qu'en termes de rythme, c'est très bizarre, c'est très particulier, c'est très bancal, mais malgré ça, je ne peux m'empêcher de trouver la série très sympathique à regarder. Je sais pas, je trouve que la série... En fait, la série donne beaucoup de contextualisation à des aspects qui pourraient nous intéresser sur l'univers des films, en fait. C'est que si jamais vous voulez savoir pourquoi les Atreides et les Harkonnen se font la guerre depuis des millénaires, et ben vous avez l'embryon de ça dans cette série. Si on sait d'où provient la guerre entre les Harkonnen et les Atreides, la série en plus nous set up très clairement comment les Harkonnen vont devenir la famille riche qu'ils sont. Parce que dans cette série-là, les Harkonnen sont très très pauvres, entre guillemets, c'est une famille un peu déchue dans cette série-là. Et donc c'est intéressant de voir pourquoi puisque du coup dans cette série ils ont pas encore accès à Gedi Prime, la planète noire et blanche où ils sont devenus pâles et albinos. Ils sont pas encore là, ils sont pas encore à ce stade-là. Là ils vivent dans une planète de neige où ils sont en train de marchander sur de la peau de baleine, et c'est des choses qu'on a la peau de baleine, et c'est des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a pas vu dans le film de Villeneuve, qui sont intéressants à voir, de voir tout cet aspect politique, cet aspect contrat, cet aspect marchand un peu de l'univers de Dune, où tu as des familles qui se font des échanges politiques, marchands, etc. Donc c'est intéressant. On va aussi voir les proto-Sardaukar dans cette série-là. C'est aussi intéressant de voir comment les proto-Sardaukar vont se créer. Et c'est aussi là qu'on va pouvoir, et c'est aussi surtout là qu'on va très certainement, parce que la série n'a pas encore assez développé ce côté-là, mais c'est aussi là que vous allez découvrir justement probablement les embryons, les premiers bouts, fragments de la création de la prophétie du Lisan al-Gaïb, en fait, de la prophétie du Kwisatz Haderach, que les sorcières, les Bene Gesserit vont finir par créer à Arrakis. Et c'est quelque chose qui est un peu setup dans la série, qui va peut-être être développé et traité en saison 2, du coup, de comment, parce que c'est aussi ça qui est un peu le centre de l'univers de Dune de Herbert, c'est il suffit de raconter des bobards, de raconter des mythes, de créer des religions, de créer un messie, et de propager ça partout dans tout l'univers, pour que les gens y croient, et pour que les gens aient de l'espoir sur un messie qui n'est pas un vrai messie, qui est juste une fraude, en fait. Et donc Herbert a toujours été très anti-religieux dans cette imagerie-là, et on retrouve un peu cet aspect-là dans cette série, encore une fois. On retrouve aussi d'autres aspects auxquels on pourrait faire le lien avec les films, notamment pourquoi les sœurs refusent pourquoi les sœurs doivent enfanter que des filles et pas des garçons comme Paul dans le film Dune. Et là on a peut-être un début de réponse dans cette série-là. Pourquoi on n'a pas de machine, tout bêtement, dans le Dune de Villeneuve? Là on a clairement la réponse dans cette série-là par rapport à tout ce qui se touche aux machines et à l'intelligence artificielle. Pourquoi Florence Pugh, la fille de l'empereur, futur empereur, est formée par les Bene Gesserit? On a un peu les débuts des premiers pas des Bene Gesserit
dans l'Empire, dans cette série-là également, de comment ils vont réussir à s'immiscer dans l'Empire et à elles-mêmes être les véritables auteurs de tout ce qui se passe dans l'univers de Dune, et c'est eux, et tous les personnages autour d'elles sont des mannequins, sont des puppets, des marionnettes qui sont manipulées par une espèce de généalogie qui leur a été prédestinée par les Bene Gesserit. Bon, beaucoup elles ne s'appellent pas encore Bene Gesserit, on n'a pas encore la backstory de ce nom-là. Moi, le plus marrant, le truc que je trouve le plus intéressant dans cette série-là, c'est qu'ils ont réussi à donner une origin story matérielle à la phrase la plus célèbre de Dune, qui est « Fear is the mind killer », c'est la peur est la tueuse d'esprit, la tueuse d'âme. Ils ont réussi à donner une justification matérielle à cette phrase, et je la trouve très très intéressante, et en plus je trouve que c'est une justification qui permet de comprendre plein de points de pourquoi on a telle chose dans cette série qu'on n'a pas dans les films. Je trouve ça très intéressant, parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec cette série, et qui m'a fait un peu peur au début, c'est que normalement Dune n'est pas un monde fantastique. On nous fait croire que Dune est un monde fantastique, un peu dans les films et dans la manière dont on nous dépeint l'univers. C'est qu'on voit on est dans un univers de SF, où toute l'humanité s'est développée à un point où l'intelligence peut être vue, l'intelligence peut devenir de la prévision. Comme il y a les mantas, comme on crée des ordinateurs humains dans l'univers de Dune, bah, ils ont une capacité à prédire l'avenir, à calculer des variables, à mêler ces variables et à déterminer la variable la plus probable, que limite on arrive à voir ça comme une vision du futur, comme de la magie, comme une espèce de prophétisme en fait. Alors que non, en fait, tout l'univers de Dune est basé sur une technologie qui est tellement développée qu'elle paraît fantastique en fait. C'est la science qui paraît magique. Parce que Paul, c'est ça, c'est que Paul c'est un peu le mix de tout ça dans les films Dune. C'est que Paul, à la fois, il est fils de Bene Gesserit, donc il a ses capacités, il a des capacités cognitives qui lui permettent d'avoir tous les pouvoirs que les Bene Gesserit ont, mais qui ne sont pas des pouvoirs, ce sont juste des capacités cognitives qui sont très 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 développées, quoi. Développées à un point qui dépasse le niveau d'humain, entre guillemets, et on a ça, on a le fait que Paul soit fils d'empereur, le fait qu'il soit élevé par les Fremen, et que là aussi il a acquis d'autres capacités, d'autres aptitudes intéressantes, et le fait aussi qu'il soit un manta, qu'il soit un ordinateur, qu'il soit plus ou moins un ordinateur un peu surdéveloppé, qui peut calculer des variables, et en plus il consomme l'épice, et il devient le Lisan al-Gaïb, le Messie dans Dune partie 2, où là du coup, tout ce mélange entre guillemets de capacités, ressemble tellement à de la magie, alors qu'en fait c'est juste un calcul, c'est juste des variables tellement impressionnantes, tellement ultimes, tellement suprêmes dans le level de l'humanité, qui fait qu'on dirait qu'on est sur de la fantaisie, alors que non, c'est juste de la science hyper développée. Et c'est comme ça que cette série va aussi vous raconter des choses, c'est que dans cette série on développe d'autres aspects qu'on n'a pas encore eu dans les films de Villeneuve, et qu'on devrait d'ailleurs avoir dans Dune le Messie. Pas tout, j'étais surpris, je pensais qu'on allait avoir des trucs comme les Golas ou les trucs comme ça, on n'a pas eu ça, heureusement. Comme ça vous pourrez avoir la surprise des Golas dans Dune le Messie, Dune Messiah. Parce que du coup ils introduisent le concept des danseurs visages, par exemple, qui est un truc qui vient aussi, que vous verrez aussi dans Dune Messiah par exemple. On introduit plein de concepts des bouquins qui sont intéressants et qu'on te tease, et qui vont pouvoir peut-être rendre Dune partie 3 peut-être plus excitant, maintenant qu'on a vu ces éléments-là dans la série télé. On a le personnage de Travis Fimmel qui est un peu représenté comme une sorte de Rasputin. Et du coup, c'est intéressant parce en fait, on essaie de nous créer un aura un peu mystique, magique avec ce personnage-là, qui le rend fascinant. Et il y a tout un mystère qui est développé sur lui qui est super intéressant. Et à la fois, il a une sorte de pouvoir qui est tellement étrange qu'on n'a jamais vu dans l'univers de Dune, qui le rend encore plus intéressant et mystérieux. Mais la série arrivera toujours à trouver une explication un peu science-fiction, technologique, un peu rationnelle, parce que l'univers de Dune, c'est ça, l'univers de Dune, c'est quelque chose qui paraît fantastique, mais qui ne l'est pas, et qui est foncièrement, catégoriquement scientifique, en fait. Et je trouve que du coup, la série respecte très bien cette partie-là de l'univers de Dune, et donc je trouve qu'on a des intrigues très intéressantes, notamment, il y a un peu un délire de proto-Lisan al-Gaïb dans cette série-là, avec un certain personnage qui est plutôt intéressant aussi, qui peut te montrer, comment les sœurs se sont foirées dans cette série, et comment ils veulent pas se foirer par la suite. Il y avait des théories qui étaient intéressantes qu'on a au final pas eu, mais que j'aurais bien aimé avoir sur l'empereur Leto II, qui est le fils de Paul dans les livres d'après, mais je vous dirai pas plus de détails, mais ça aurait pu être super cool de jouer avec le délire de la préscience, qui est aussi un truc de Dune qui est intéressant à connaître. Mais en dehors de ça, c'est super intéressant. On voit des choses qui ont été développées, qui ont été traitées vite fait dans les films Dune. Par exemple, dans Dune, il y a un rituel où un Bene Gesserit peut se retrouver dans un monde où il y a tous ses ancêtres. En fait, tous ses ancêtres sont en elle, en fait. Et Dune avait vécu, et Paul avait vécu un peu ce voyage initiatique dans Dune partie 2 avec sa mère. Et on a un voyage un peu plus long et un peu plus intéressant visuellement, plus développé dans cette série-là de ça, par exemple, vu qu'on développe beaucoup plus l'histoire des sœurs. On a aussi les origines de la voix, de la grosse voix des sœurs qui est un peu creepy dans cette série-là, qui a un gros apport
intérêt émotionnel entre guillemets et historique dans cette série d'ailleurs, vu que c'est aussi ça, c'est que c'est une série qui nous montre des conflits de vision, qui nous montre que même au sein d'une même secte, tu peux avoir des scissions entre deux clans, des divisions, des choses comme ça. On te crée des règles, au fait ces règles peuvent être trahies en secret, donc il y a des twists qui se créent par rapport à cela. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Et on a plein de personnages qui sont intéressants dans cet aspect-là, quoi. C'est de voir l'empereur qui est un personnage très pathétique, qui va essayer de récupérer, qui va essayer de gagner en pouvoir, et qui, au fil de la série, va commencer à perdre de plus en plus, entre guillemets, l'amour de ses proches, entre guillemets. Donc c'est un personnage qui sera de plus en plus seul au final. Donc il y a un côté très tragique avec ce personnage-là qui m'a beaucoup rappelé Viserys dans House of Dragon, encore une fois. Il y a tout le délire avec sa fille, il y a des délires de rébellion aussi, de rébellion cachée. Mais au final, même dans ces rébellions, au final, il y a les sœurs qui sont derrière, parce que les sœurs sont derrière tous les grands événements qui peuvent toucher l'Empire, en fait. Donc tout est là pour nous montrer le pouvoir des sœurs. Et dans l'histoire, je trouve ça intéressant, quoi. C'est que l'histoire, c'est une histoire où tout le monde se trahit, en fait. Tous les personnages ont un clan sous un clan, en fait. Qui fait qu'à la fois ils peuvent trahir un personnage, puis le rejoindre, puis en fait ils appartiennent à un autre clan, qui fait que par défaut, sans qu'ils le sachent, ils sont reliés à un autre clan auquel ils servent la cause alors qu'ils détestent ce clan à la base. C'est que ça, c'est des jeux de politique, c'est des jeux d'échecs en fait, cette série. Et après, je trouve que ça fait du bien de voir une série comme ça qui ose, surtout cette série qui est plutôt à la manière de Game of Thrones, c'est assez cru. S'il y a du sexe, et pour le coup, les scènes de sexe, par contre, je les ai trouvées très artificielles. Dans cette série, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité aux scènes de sexe dans cette série, d'utilité scénaristique, hein, je veux dire. Mais c'est assez violent, c'est que par exemple dans cette série on n'hésite pas à brûler des gens vivants, on va dire, à tuer aussi de très jeunes personnages. C'est une série qui est assez violente, qui est assez crue, malgré l'univers SF. C'est une série qui vraiment dégage un peu cette vibe un peu à la Game of Thrones des premiers jours, que j'ai trouvé très agréable en fait entre tous ces personnages-là. C'est que même s'il y a des personnages qui sont moins charismatiques que d'autres, je trouve que les intrigues sont suffisamment variées, les personnages suffisamment développés, et tout ce qui se passe autour suffisamment intéressant pour qu'on vive une aventure assez cool en fait, surtout que ça nous fait développer, comme je vous l'ai dit, des choses, des livres qu'on n'a pas encore vus dans les films. On nous développe un peu les origin story de certains aspects qui sont déjà avérés dans les films, et en plus c'est pas vraiment du fan service, je trouve que c'est vraiment intéressant scénaristiquement parlant, quoi. C'est même, on retrouve aussi plein de symboliques qui appartiennent vraiment à l'identité de Dune. Par exemple, il y avait toute la symbolique du taureau dans les films Dune, qui symbolisait la mort des Atreides, qu'on retrouve aussi dans cette série par exemple. Je trouve qu'on est sur une série qui est très respectueuse de l'univers, mais qui à la fois arrive à avoir sa propre vibe, en fait. Sa propre vibe dans le sens de ce que j'ai compris. Le bouquin que la série adapte, normalement, il est focalisé que sur la jeunesse des sœurs Harkonnen, en fait. Alors que cette série-là, oui, nous montre des flashbacks sur la jeunesse des sœurs Harkonnen, mais va au-delà de la jeunesse des sœurs Harkonnen, parce que la série se déroule plus de 30 ans à une fois que les sœurs Harkonnen sont adultes et sont bien installées. Et tout ce que développe la série, en gros, dans la majorité du temps, sont neufs et original et jamais vus dans les livres, en fait. Donc ça reste. Donc on est sur une série qui adapte quelque chose d'original et qui s'intègre très très bien, je trouve, dans les bouquins de Frank Herbert, dans ce que j'ai pu lire, dans les résumés de l'univers de Dune, dans ce que j'ai lu déjà de moi des livres Dune, etc. Donc je trouve que c'est une série qui a parfaitement sa place dans l'univers de Dune de manière générale, et je sais pas si j'aurais autre chose à dire de plus que ça. C'est là, je pense que, sans spoiler, en tout cas en spoilant à demi-mot, je pense que je vous ai bien dit, je vous ai bien vendu un peu la série, j'ai envie de vous dire. Et honnêtement, je vous la recommande. En vrai, ça dépend de la sensibilité de chacun. Si vous êtes très sensible à la technique, au visuel, à la musique, etc., peut-être que vous allez lâcher la série. Peut-être que les personnages vont pas vous convaincre et le rythme va peut-être avoir raison de vous, ce qui est tout à fait possible, parce que les avis sont très divisés sur cette série. Mais honnêtement, malgré tout, je trouve que le final était très très bon, et il y a beaucoup de choses qui sont set-up pour la saison 2, et je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont raconter en saison 2, avec tous les points d'intrigue qui ont été posés en fin de saison 1. Donc honnêtement, je trouve que la série est assez bien écrite pour donner envie, malgré une qualité qui est plutôt ok, en fait. Je trouve que c'est pas une grande série, c'est pas un top, c'est pas un flop pour moi. Je trouve ça toujours plus intéressant ça que les Anneaux de pouvoir, honnêtement. Mais voilà, je trouve qu'on est sur une série un peu hybride, mi-Villeneuve, mi-sci-fi, et pour moi, il faut vraiment que vous acceptiez ça. C'est que c'est pas une série dans la sève de Dune du Villeneuve, c'est sa propre entité, c'est une réadaptation du lore de Dune, dans le même univers que Villeneuve, mais avec sa propre vibe, en fait. Donc c'est comme ça que je vous décrirai cette série, et honnêtement, je ne peux que vous la recommander. En tout cas,
faites-vous votre propre avis, parce que moi, je le recommande, mais pas chaudement, je le recommande vraiment en mode, regardez les 2 épisodes, et si vous aimez pas, bah, lâchez l'affaire, ce sera pas pour vous, clairement, comme beaucoup, je pense, donc voilà. Donc moi, j'ai un avis plutôt positif, mais franchement, j'espère vraiment que la saison 2 sera bien meilleure, et qu'il y aura une nette amélioration en saison 2. Donc voilà, c'est une saison 1 qui offre du potentiel, et à voir si le potentiel, en tout cas, vous convainc vous, donc voilà. En attendant, bah, on se reverra pour d'une partie 3, j'espère, parce que d'une partie 3, c'est pour 2026. Peut-être qu'on aura la saison 2 avant, je sais pas, dans 2 ans, donc peut-être qu'en 2026, on aura d'une partie 3 Messiah, et donc la saison 2 de Dune Prophétie. En termes d'univers, il y a du potentiel, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse une série sur parce que peut-être ça aurait peut-être été très intéressant aussi dans cette série, c'est qu'on développe tellement l'aspect IA, l'aspect machine dans cette série, ce qui est bien sûr très révélateur de notre époque à nous, bien sûr, mais ce qui est aussi intéressant par rapport à l'univers de Dune, mais aussi je pense que ça aurait pu être plus poignant, plus passionnant, si avant on avait déjà eu une série télé qui développait déjà la guerre contre les IA, le djihad butlerien, avant cette série-là. Parce que c'est vrai que là, le côté IA, on est peut-être un peu plus hermétique à ça, même si ça reste en termes de lore quelque chose d'intéressant qui rappelle un peu Matrix pour les fans de Matrix, par exemple. Et bien sûr, en dehors de ça, j'attends beaucoup la partie 3 du coup de Villeneuve. Et j'espère vraiment, parce que j'aime beaucoup ce côté-là, et j'espère vraiment que quelqu'un d'autre ensuite prendra la main après Villeneuve et osera adapter les dingueries que constituent les autres livres de Frank Herbert. Donc je pense notamment au God Emperor. Donc ceux qui connaissent les bouquins savent de quoi je parle. Et j'espérais limite que ce personnage-là apparaisse dans la série. J'étais presque déçu qu'il apparaisse pas parce qu'il y avait tout un setup, il y a tout un teasing de quelque chose et au final non. Mais bon, c'est un twist qui peut nous vendre une saison 2 très intéressante encore une fois. Donc tout est histoire de prescience, de suspense, d'épices encore une fois. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo plus ou moins sans spoiler et j'espère que vous allez apprécier la série ou pas. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.